Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici donc, pour le cours qui est affiché Signification et théorie linguistique. Je vais commencer par une petite réflexion suscitée par ce monument que vous connaissez, le Panthéon. Est-ce que vous savez, est-ce que certains d'entre vous ont une vague idée de la raison pour laquelle je peux introduire ce cours de linguistique avec l'exemple du Panthéon? Je vous aide un peu en me concentrant sur ce qui est écrit sur le fronton du Panthéon: aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Est-ce que vous avez entendu dans les médias parler de cette affaire du Panthéon et des grands hommes du Panthéon? Non, personne n'a entendu parler de ça dans les médias. Pourtant, il y a eu un peu de... Bon, c'est pas non plus l'affaire du siècle, hein, mais il y a quand même eu un petit peu d'actualité il y a quelque temps à ce sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous étonner ou pas dans cette formule? Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Oui? Du coup, c'est exclu les femmes. Exactement. Hein. Et est-ce qu'il y a des femmes au Panthéon? Oui, hein, il y en a. D'où la polémique qui a été lancée par l'ex-ministre, enfin, elle l'est plus ou moins toujours, mais bon, le gouvernement n'étant plus n'étant plus le même, Elisabeth Borne n'a plus les moyens, sans doute, ou à moins qu'elle soit à nouveau nommée ministre de l'Éducation nationale, mais elle avait proposé une réflexion sur le sujet. Donc vous voyez ici, par exemple, dans le Figaro, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, quand Elisabeth Borne fait un anachronisme en voulant féminiser la devise du Panthéon. Un autre titre sur France Info, Panthéon, Elisabeth Borne veut dégenrer l'inscription sur le fronton du monument. Ou encore, ici, dans Libération, Matrie, Panthéon et les grandes femmes. Elle dit entre au compte-gouttes et semble exclue par la formulation même de la devise apposée au fronton. Peut-être est-il temps de remettre au goût du jour ce monument qui invisibilise dès son seuil la moitié de la population. Bien, alors, qu'est-ce que Elisabeth Borne a dit exactement à ce sujet? Elle a dit la chose suivante. Elle parlait en fait dans un discours de rentrée, je crois, elle parlait de l'accès aux disciplines scientifiques, de l'accès des femmes aux disciplines scientifiques et du fait qu'en France, il y a encore très peu de femmes dans les métiers scientifiques au sens large. Et elle enchaîne en disant parce que la politique est aussi une affaire de symboles, je pense que nous devrions ouvrir un débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, etc., et toutes celles qui les suivront. Donc elle propose d'ouvrir un débat. Hein. Donc vous voyez les formulations du genre « veut dégenrer », dans les titres, c'est un peu, enfin je veux dire, c'est peut-être un peu une surinterprétation de la déclaration de cette ministre. Et en tout cas, elle ouvre une question qui est une question linguistique. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Alors, les réactions ont été... J'ai regardé un peu sur différents réseaux sociaux, les réactions à l'égard de cette déclaration. Elles sont à peu près toutes les personnes qui ont pris la peine de réagir. Bon, je ne prétends pas du tout, c'est vraiment un petit sondage rapide, mais toutes les personnes dont j'ai pu constater qu'elles avaient pris le temps d'émettre une réaction sont des personnes qui sont contre, hein, et qui voient ce genre de déclaration comme un truc de woke, comme quelque chose qui ne sert à rien, qui est juste du blabla,
voyez, clientélisme woke, ironiquement, c'est vrai que c'est un sujet essentiel. Et puis, des explications, vous voyez, du genre, si Madame Borne ouvrait un dictionnaire ou se rappelait de ses cours qu'elle a dû suivre sous l'école de la Troisième République, elle apprendrait que le mot « homme » avec un H majuscule englobe l'ensemble de l'humanité. Donc, de plus, le Panthéon n'est pas interdit aux femmes, il s'agit d'un débat totalement stérile. Okay, même genre de réaction ici, dans un autre, à partir d'une autre source, RTL, là, voilà, l'idée que, voilà, au passage, homme avec un H majuscule englobe tout le genre humain. Bon, donc très massivement des réactions contre ce genre de déclaration. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander à vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Est-ce que vous seriez plutôt favorable, vous, à l'idée qu'on ouvre ce débat, ou est-ce que vous pensez que ça ne sert strictement à rien et que c'est une espèce de délire idéologique s'inscrivant dans ce que les médias appellent désormais l'idéologie woke, etc. Alors, on peut faire un petit sondage très très rapide. Levez la main peut-être celles et ceux d'entre vous qui pensaient que ce débat est totalement vain et inutile. Non, ou alors vous n'osez pas le dire. Bon, en tout cas, il n'y a pas de réaction. Est-ce que, donc j'en déduis que la plupart d'entre vous, vous pensez que le débat mérite d'être ouvert, hein, mais est-ce que vous avez un avis sur, est-ce que vous pensez qu'il faudrait rien changer, ou alors qu'il faudrait changer quelque chose pour avoir une formulation qui ouvre, qui soit plus inclusive, hein, d'accord, qui soit ouverte aux femmes. Alors après, on verra un peu quel genre de formulation il est possible d'imaginer. Bon. Donc, qui est-ce qui serait favorable, disons, à ce qu'on modifie ou qu'on aménage quelque chose au niveau du Panthéon pour gagner en inclusivité? Oui? Ok, vous êtes quelques-uns. Et qui est-ce qui n'a aucun avis sur la question? Bon. Très peu de gens. Bon, alors j'en déduis que la majorité d'entre vous est plutôt hostile au fait qu'on change quoi que ce soit et que le Panthéon, il est très bien comme ça. Hein, c'est ça? Je reflète un peu votre pensée générale. Je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas si vous ne levez pas la main parce que vous n'osez pas, ou bien parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas forcément une position arrêtée. Ce qui est d'ailleurs pas du tout un problème pour moi, hein, ce qui est plutôt d'ailleurs même une bonne chose, j'y reviendrai. Alors maintenant, regardons ce débat d'un tout petit peu plus près. Je prends d'abord l'article du Figaro. Dans l'article du Figaro, donc vous voyez le titre déjà, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », quand Elisabeth Borne fait un anachronisme en voulant féminiser la devise du Panthéon. Donc d'emblée, dès le titre, on voit qu'eux, ils sont contre. Hein, ils sont contre, elle fait une erreur, elle ne comprend rien, elle est stupide, elle fait un anachronisme. Bien. Et donc, le journaliste, donc Romain Ferrier, ici, écrit la chose suivante. « Pour l'heure, le fronton du monument funéraire laisse apparaître l'inscription « Aux grands hommes », avec un H majuscule, hein, la patrie reconnaissante, posant une question très française sur la majuscule du mot « homme ». Ça ne m'a pas échappé, comme peut vouloir dire humanité, ça peut aussi, dans l'esprit des révolutionnaires qui l'ont inscrit, vouloir dire homme, a expliqué la ministre. Hein. Donc, bien sûr que la ministre n'ignore pas que le mot homme puisse signifier aussi l'humanité tout entière, et pas seulement un sous-ensemble de l'humanité, des êtres mâles, adultes. Hein, parce que ce n'est pas juste mâle, le sens de homme, hein, c'est mâle adulte, parce que sinon on dit enfant. Donc vous avez homme, femme, enfant, hein, et puis homme peut signifier soit le genre humain en général, soit un être mâle adulte. Alors, vous voyez, quelque chose qui apparaît dans toutes les réactions, dans beaucoup de réactions en tout cas, on nous parle de la majuscule du mot homme. Mais vous avez bien vu la devise du Panthéon? Tout est en majuscule. Donc, déjà, c'est absolument n'importe quoi. Il n'y a pas de question de majuscule du mot homme là-dedans.
Donc déjà, il y a des discours extrêmement dilettantes, si vous voulez, qui disent des choses totalement erronées, sans même y faire attention. Alors maintenant, Le Figaro a interrogé un linguiste qui donne un peu son avis. Donc il dit c'est la double valeur que l'on retrouve en français moderne. Homme peut dire humain et homme signifie humain de sexe masculin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait préciser humain adulte de sexe masculin. Donc peu importe, c'est un détail. Et puis alors, donc, le journaliste pose la question, le mot homme est-il donc discriminant envers les femmes? Et le linguiste répond, homme n'a donc nullement une valeur discriminante puisque son usage s'étend à l'ensemble de l'espèce humaine. On retrouve notamment cette idée dans les droits de l'homme qui englobe chaque humain. Cette acception universalisante s'est progressivement raréfiée à partir de la fin du XXe siècle et elle a subi des remises en cause de nature idéologique du fait des revendications féministes, par ailleurs parfaitement légitimes. On a donc interprété la majuscule comme une minuscule. Bon, alors encore une fois, il n'y a pas de majuscule dans le Panthéon. Enfin, il n'y a que des majuscules, donc il n'y a pas de minuscule, afin de donner une plus grande visibilité au féminin dans les institutions. Mais au plan de la langue, il s'agit d'une réinterprétation anachronique. Alors ce qu'on va retenir là, ce qui est très important, c'est au plan de la langue. Parce que là, c'est un point de vue de linguiste, si vous voulez. Alors évidemment, quand des universitaires sont interrogés par les médias, très souvent, les médias coupent énormément tout. Alors, il est tout à fait possible que ce linguiste ait dit beaucoup de choses plus subtiles que ça, mais en tout cas, les journalistes ont retenu et ont publié ce texte. Donc, lui estime qu'il n'y a aucune valeur discriminante de homme, que homme, si on se situe sur le plan de la langue, il faudra réfléchir, et ça, on va s'y intéresser à ce que ça signifie, la langue, quand on dit la langue. Au plan de la langue, il n'y a pas de problème, c'est simplement un mot qui a deux significations, c'est ce qu'on appelle, et on verra cette notion en détail en cours aussi, la polysémie, un mot à plusieurs sens, c'est quelque chose de tout à fait normal, pas seulement en français mais dans toutes les langues, c'est une propriété générale des langues, la polysémie, donc il n'y a pas de problème au niveau de la langue, c'est juste un mot qui a deux significations distinctes. Alors maintenant, un autre point de vue, cette fois-ci d'un écrivain qui dit un peu la même chose, je ne vais pas insister, vous voyez, il revient sur la majuscule englobe l'ensemble de l'humanité, mais en réalité, cette histoire de majuscule, c'est totalement, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, la majuscule, elle peut juste désambiguiser, si vous voulez, si vous voulez parler de l'homme en général, vous pouvez mettre une majuscule pour bien préciser que vous ne parlez pas de l'être humain mâle adulte. Mais si vous ne mettez pas de majuscule, le mot homme, même sans majuscule, peut très bien signifier être humain en général. Il n'y a pas du tout de régularité dans ce sens-là. Cette affaire de majuscule est totalement secondaire et n'a absolument aucun intérêt. Donc là, on voit quand même ici, quand on parle que de ça, l'espèce d'inculture linguistique des personnes. Alors, ensuite, un autre point de vue sur le site de France Culture, qui est totalement différent, et qui dit la chose suivante, c'est un fait scientifiquement établi, le masculin générique, alors ce qu'on appelle masculin générique, c'est précisément ça, c'est dire qu'un masculin, un mot de genre grammatical masculin, peut représenter aussi bien des hommes que des femmes. C'est ça ce qu'on appelle le masculin générique. Donc quand je dis les hommes, c'est du masculin générique au sens où, quand je dis les hommes au sens de les humains, ça peut renvoyer, référer, je peux désigner aussi bien des hommes que des femmes. Bon. Donc ce masculin générique, en réalité, il n'est pas neutre. Il induit un biais de représentativité vers le masculin. Et là, on nous parle d'une nouvelle étude psycholinguistique. Bon, cette étude, à laquelle ici France Culture fait allusion, c'est cette étude-là de Varnet, Spinelli et Chevreau. Bon, mais il y a aussi un article là publié dans la revue du CNRS qui montre également qu'il y a toutes sortes de preuves psycholinguistiques que le masculin générique est biaisé, en fait. On dit un masculin générique, mais notre cerveau, lui, il comprend pas générique, il comprend prioritairement homme au sens restreint du terme, homme au sens mâle. Donc, bon,
bien sûr, je ne vais pas entrer dans le détail des protocoles expérimentaux qui ont permis de montrer cela, mais si vous voulez, quand on demande, il y a une vieille expérience assez célèbre, si vous demandez à des enfants de dessiner un scientifique, hein, bon ben, si on pense que c'est du masculin générique et donc que ça peut représenter les hommes comme les femmes, si je vous dis de dessiner un scientifique, il devrait y avoir à peu près 50% de gens qui dessinent des hommes et 50% qui dessinent des femmes. Or non, en fait, il y a très peu de personnes, enfin d'enfants, qui dessinent des femmes lorsqu'on dit un scientifique. Alors que si on dit dessine un ou une scientifique, ou bien avec un point médian dessine un point E scientifique, bah là, c'est beaucoup plus équilibré. Donc en réalité, le masculin générique, certes, du point de vue de la langue, ça ne pose pas de problème, mais du point de vue cognitif, du point de vue de notre esprit, du point de vue dont notre cerveau, pour le dire un peu en simplifiant, du point de vue dont notre cerveau interprète spontanément les choses, il y a un biais, ce qu'on appelle un biais cognitif. Il y a toutes sortes de biais cognitifs, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. Bon, c'est d'ailleurs une notion, la notion de biais cognitif, qui est un peu discutable, parce que ça supposerait qu'il y a une espèce d'orthogonie, il y aurait une bonne cognition, une mauvaise, mais là, c'est pas dans ce sens-là. Là, il y a un biais au sens où il y a une interprétation qui n'est pas neutre du masculin générique. Donc, quand on réfléchit un tout petit peu, et là je résume évidemment très grossièrement quelques données du débat, on se rend compte qu'il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue dit de la langue. Alors ça, c'est le point de vue de la linguistique traditionnelle, classique. On verra, peut-être vous avez déjà entendu parler, j'espère en tout cas, de Ferdinand de Saussure. Là, vous êtes en 3e année de sciences du langage. Enfin, quoique non, certains d'entre vous sont peut-être en lettres, ou peut-être ailleurs même. Mais enfin bon, voilà, vous avez probablement entendu parler de celui qui a été à l'origine de la linguistique générale au sens contemporain du terme. Bon, il a développé toute une théorie du système de la langue. Et du point de vue du système de la langue, il n'y a évidemment absolument aucun problème. Dans le système de la langue, on ne confond pas le genre grammatical et le genre social ou sexuel, n'importe où, comme vous voudrez. On ne confond pas ces deux choses-là. Alors que du point de vue cognitif, du point de vue des sciences cognitives, du point de vue de la linguistique vue comme une sorte de branche des sciences cognitives, c'est-à-dire une linguistique qui prend en compte les processus mentaux, eh bien là, il y a une différence. Parce que le masculin générique n'est pas neutre. Du point de vue cognitif, ça fait une différence entre utiliser une formule dite inclusive et puis utiliser un masculin générique. Il y a des différences cognitives. C'est absolument impossible de dire le contraire aujourd'hui. Toutes les études sur le sujet montrent que c'est le cas. Bon. Mais est-ce que ça résout complètement notre problème? Pas complètement. Simplement, ce que je vous montre là, c'est que le rôle des universitaires, ou le rôle des universitaires, que ce soit les professeurs ou les étudiants, ça n'est pas de prendre parti d'un côté ou de l'autre, mais c'est de comprendre les problèmes, c'est de compliquer un peu les questions archi-simplifiées par la sphère médiatique en général. C'est-à-dire que dans les médias en général, on vous pousse à être d'un côté ou de l'autre, même si vous n'avez pas envie. Souvent, les journalistes ils vous incitent à dire « mais alors vous êtes d'accord, il faut changer la formule du Panthéon ou pas ?» Mais c'est une chose de prendre parti, à un moment donné, de dire un avis personnel, oui, moi je changerais bien, moi je ne changerais pas. Mais c'est une autre chose de comprendre le problème. De comprendre le problème. Et en réalité, il y a une telle inculture linguistique de la population, c'est-à-dire les gens ne connaissent absolument rien au b.a.-ba des sciences du langage, la plupart du temps. Eh bien, qu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi en toute impunité, sans du tout avoir l'impression de dire n'importe quoi, parce qu'ils ne se rendent même pas compte du problème. Bon. Donc là,
notre rôle, en tout cas mon rôle à moi, ça va être avec vous dans ce cours consacré à la question de la signification, d'ouvrir les problèmes en les complexifiant un peu, en voyant les différents points de vue, et c'est ça qui compte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Admettons qu'on remplace. Alors après, se pose le problème. Oui, je vous en prie, allez-y. Ah, parce qu'il fait chaud, oui, c'est vrai. Ben, je sais pas, on peut essayer d'ouvrir la fenêtre, oui, mais je ne sais pas si elle s'ouvre d'ailleurs. Si? Ben, peut-être celle derrière là, parce que devant, il faut laisser le rideau fermé, sinon vous ne verrez rien sur l'écran. Voilà. Alors, donc, à supposer qu'on décide de modifier la formule ou d'ajouter quelque chose, bon, ce serait un peu lourd peut-être de dire aux grands hommes et aux grandes femmes, etc. C'est quand même... Vous voyez, quand on parle de solutions inclusives dans la langue, il y a des solutions plus élégantes que d'autres, plus intéressantes. Donc, par exemple, on pourrait dire aux grands esprits. Le grand esprit, alors, certes, c'est un nom masculin, esprit, mais là, il n'y aura pas de biais de genre. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est, et ça c'est une question qui ressurgit très souvent dans les débats, c'est est-ce qu'il faut modifier l'édifice ou le laisser comme une trace du passé? Alors bon, on peut très bien faire un peu les deux. Je veux dire qu'on pourrait très bien, je sais pas, quelque part, avoir ajouter quelque chose, non pas en dégradant le bâtiment, mais bon, trouver un moyen d'ajouter une formule un peu différente. Bref, peu importe. Mais la question qui est ouverte, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des usages anciens. Alors, enfin anciens, des usages qui posent problème à un moment donné. Parce que je veux dire que le fait de dire que aux grands hommes la patrie reconnaissante et qu'on mette des hommes et des femmes, ça n'a posé de problème à personne pendant très longtemps. Pourquoi ça en pose maintenant? Alors certains vont vous dire parce qu'il y a une idéologie qui est là, qui pointe ces questions. Mais non, en fait, la réalité, c'est que peu à peu, le sentiment linguistique, et ça, quand je parle de sentiment linguistique, j'évoque un concept très précis dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas qu'il faudrait examiner de près, c'est-à-dire quand on parle une langue, on a des intuitions sur la langue. Et là, à un moment donné, le sentiment linguistique fait que notre sensibilité à l'égard de certaines formulations, de certains mots, va évoluer. Par exemple, quand j'ai commencé ce cours, j'ai dit bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas dit bonjour à tous. Il y a 10 ans, je disais bonjour à tous, parce que je ne m'étais même pas posé la question, bien sûr. Mais le sentiment linguistique a évolué, et en plus, comme la plupart du temps dans ces cours de linguistique, là, il y a quand même une majorité de filles, je veux dire bonjour à tous en m'adressant à un public largement féminin, ça ne passe plus tellement. Je veux dire. Donc, bon, mais c'est mon sentiment linguistique. D'autres peuvent faire différemment, c'est pas du tout impossible. Mais en tout cas, pour un certain nombre de personnes, et ça, vous pouvez le constater en écoutant la radio, vous verrez, sur certaines chaînes, on dit bonjour à toutes et à tous, dans d'autres, on dit bonjour à tous, et on l'affirme un peu comme quelque chose, comme une revendication. Mais il est absolument impossible de contester l'idée que notre sentiment linguistique à l'égard de certains mots, certaines expressions évoluent. Je vais juste prendre un exemple, là encore, traité à toute vitesse, du mot nègre dans la littérature antérieure au milieu du XIXe siècle. Quand vous regardez sur Frantext, je vous reparlerai tout à l'heure de Frantext, mais c'est une base de données qui répertorie un très grand nombre de textes, eh bien, vous voyez que le mot nègre a été employé d'une manière croissante jusqu'au XIXe siècle. Là, il y a 473 textes dans lesquels il y a ce mot, et puis ensuite ça chute au XXe siècle. D'accord ? Quand vous regardez les éditions anciennes du dictionnaire de l'Académie, vous voyez, là c'est la 8e édition, 1935 quand même, 1935. Vous voyez la définition, nègre, négresse, homme ou femme de race noire, la traite des nègres est abolie, elle a pris une négresse pour domestique.
On pouvait dire ça encore en 1935 sans que ça pose de problème à personne. D'accord ? Je veux dire, aujourd'hui, c'est évidemment pas possible de dire une chose pareille. Hein. Alors, dans l'édition plus récente, dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie, il est précisé, terme dont on usait autrefois pour désigner un homme noir ou une femme noire. Ce terme, souvent jugé dépréciatif, a parfois été revendiqué au XXe siècle par les Noirs pour affirmer leur identité. Bon. Quand vous regardez la définition du Petit Robert, elle est quand même beaucoup plus claire. Hein. Vieilli et péjoratif, noir, noir, terme devenu raciste, sauf quand il est employé et revendiqué par les Noirs eux-mêmes, et il y a sang-gore, la négritude, etc. Bon. Donc, si je prends cet exemple, comme j'aurais pu en prendre 10 000 autres, hein, notre sentiment linguistique, il évolue. On ne perçoit pas les mots de la même façon d'une période à l'autre. Alors, un point de détail intéressant, dans le dictionnaire de l'Académie, vous avez un lien vers France Terme. Hein. France Terme, vous ne connaissez sûrement pas, c'est un site, une base de données qui dépend du ministère de la Culture, où il y a des gens qui essaient de trouver des nouvelles expressions pour remplacer des expressions, soit pour en remplacer des anglicismes par exemple, soit, en l'occurrence ici, pour remplacer un mot, faire une recommandation, hein, pour remplacer le mot nègre, donc au sens de personne qui écrit un texte sous la signature d'une autre personne. Hein. Vous connaissez cet usage du mot nègre, ça veut dire quelqu'un qui écrit par exemple un roman à la place d'un autre et c'est l'autre qui signe. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais ghostwriter. Et donc le France Terme écrit la chose suivante: considérant que le terme nègre littéraire est inapproprié pour désigner la fonction ou le métier d'écrivain de substitution, il est proposé, après consultation des membres de la commission d'enrichissement de la langue française, d'employer le terme prête-plume. Bon, alors je ne sais pas si ça va entrer dans l'usage, mais pour l'instant, moi, je n'ai jamais vu tellement ce mot en usage. Hein. Donc là, on découvre là un autre problème. Certes, on peut être sensible à des difficultés linguistiques, au fait que certains mots soient inappropriés, il faudrait les changer, etc. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide, maintenant on ne dit plus ça, on dit autrement Ben non, en fait. Hein. On peut avoir un avis, il peut y avoir une commission du ministère de la Culture qui donne des recommandations, mais le fait de savoir si ça va entrer dans les mœurs ou pas, si ça va dans les mœurs, je veux dire dans les usages linguistiques, hein, ben ça c'est quelque chose qui est assez difficilement prévisible. Hein. Et là, prête-plume, pour l'instant, c'est pas du tout entré. Donc, beaucoup de gens maintenant disent ghostwriter, donc font un anglicisme, hein, mais c'est pas si facile. Alors, je termine donc par une dernière question. Vous avez remarqué, bien sûr, au tout début, quand je vous ai présenté cette question, que on voit que les médias plutôt de droite sont contre l'évolution de la formule du Panthéon, et puis les médias plutôt de gauche sont plutôt pour. Hein. Donc, le problème avec les questions de langage, en tout cas dans leur dimension sociale, hein, grand public, si on veut, c'est que la plupart du temps, mais presque toujours, elles sont instrumentalisées. C'est-à-dire que, en gros, c'est même pas la peine de. Si vous êtes de droite, vous allez presque automatiquement dire non, c'est woke, c'est pas bien. Si vous êtes de gauche, vous allez dire oui, c'est bien, même si vous détestez Elisabeth Borne, etc. Vous allez quand même dire que là, pour une fois, elle ne dit pas des bêtises, etc. Bon. Donc, il y a une espèce de clivage comme ça, complètement prévisible et totalement inintéressant, hein, auquel il faut réussir à échapper. C'est le même problème, par exemple, avec la question de l'évolution de l'orthographe. Hein. Vous savez peut-être que la très grande majorité des linguistes sont favorables à une rationalisation de l'orthographe, à la suppression d'un certain nombre de difficultés, à une réforme de l'accord du participe passé, notamment avec avoir, etc. Bon, tout ça, la réforme de l'orthographe, c'est pareil. Si vous êtes de droite, vous êtes contre. Si vous êtes de gauche, vous êtes pour. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, le travail des universitaires, c'est de tenter de désinstrumentaliser les questions linguistiques et de les traiter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire
de complexifier le débat, ce qui n'empêche pas, évidemment, c'est très difficile de rester totalement neutre. Hein. Moi, j'ai un avis sur, sur ces questions-là. Je pense, par exemple, sur cette question du Panthéon, que ça pose un problème, je veux dire, de préservation, de respect du patrimoine. Donc évidemment, on ne va pas détruire la formule qui est écrite sur le Panthéon pour écrire autre chose, ce serait complètement aberrant. Hein. On ne peut pas effacer, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la question du mot nègre, hein, vous vous souvenez l'histoire qu'il y a eu, mais ça fait ça fait plusieurs années maintenant, avec le roman d'Agatha Christie, hein, Dix petits nègres, qu'on a... Mais là, c'est un héritier d'Agatha Christie qui a demandé hein, à ce que le roman soit changé, le titre du roman soit changé, et qu'on dise « ils étaient 10 » à la place de 10 petits nègres. Et puis, à l'intérieur, ils ont enlevé le mot « nègre » qui n'avait aucun intérêt spécial dans le roman. Hein. Mais bon, est-ce qu'on va faire pareil? Vous avez vu le nombre, dans Frontex, il y a plus de 400, il y a presque 500 textes du 19e où le mot « nègre » est employé assez régulièrement. Il y a ça chez Flaubert, plein d'auteurs. Hein. Bon, est-ce qu'on va enlever le mot, tout ça? Bon, à mon avis, ce serait totalement absurde. Hein. Je veux dire, c'est une trace des usages qui se faisaient à une certaine époque. Bon, évidemment qu'aujourd'hui, cet usage-là est complètement proscrit, mais on ne va pas pour autant dire effacer les traces du passé. Donc, la question, elle reste ouverte, de savoir un peu comment on peut faire. Le fait que cette ministre, Elisabeth Borne, ait mis ça comme une question, comme un pavé dans la mare, etc., là aussi, c'est sans doute une tentative d'instrumentalisation politique d'une question. C'est instrumentalisé de tous les côtés, c'est-à-dire du côté de la personne qui propose, du côté de ceux qui s'opposent, etc. Donc, le rôle des linguistes, c'est de préserver une certaine distance critique, si vous voulez, hein, d'essayer de comprendre pourquoi les gens pensent ci ou ça, indépendamment de l'aspect complètement inintéressant de « je suis de droite, je suis de gauche, donc je prends le pack idéologique et je suis contre ci, contre ça, pour ci, pour ça, etc. Hein, » Voilà, c'est comme ça que ça marche malheureusement dans les sociétés. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Et surtout, le rôle des universitaires, c'est encore une fois de complexifier les problèmes, de voir un peu dans le détail comment ça fonctionne et de voir qu'effectivement, on peut avoir deux points de vue sur cette question. On peut avoir le point de vue de la langue, le point de vue cognitif, et ensuite, bon, personnellement, on peut plutôt pencher d'un côté ou de l'autre. Mais on ne peut pas ignorer, on ne peut pas faire comme si j'étais linguiste et que je dise eh ben, ça ne pose pas de problème parce que c'est de la polysémie, parce que c'est comme ça dans le système de la langue. Point, circuler. Là, moi, linguiste scientifique, j'ai dit la vérité, donc ceux qui disent le contraire disent n'importe quoi. Hein, non, disons qu'un linguiste, il doit faire l'effort de présenter les différents points de vue possibles, hein, parce qu'on en a la connaissance. En l'occurrence, là, le linguiste tout à l'heure du Figaro, il le sait très bien. Alors, soit il a été coupé, soit il a été coupé dans son article, soit il le sait mais il n'a pas envie de le dire pour des raisons peut-être idéologiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas savoir et comprendre ces choses-là. Hein. Bon. Alors, après cette petite introduction, on va revenir plus concrètement à notre cours. Alors, pour ce cours, je vous invite à aller voir ce site qui est mon site personnel, donc à l'adresse philippemonneray.jimdofree.com. Mais si vous tapez Philippe Monneray linguistique sur Google, normalement vous tombez dessus sans difficulté. Donc vous voyez que sur ce site, vous avez une rubrique cours et séminaires, ici. Et quand vous cliquez sur cours et séminaires, vous tombez sur la liste de tous les cours de cette année et des années précédentes. Bon, donc là, pour nous, signification et théorie linguistique, c'est donc le premier qui est présenté ici sur cette page. Vous cliquez sur accéder au cours et là, vous tombez sur une liste des différentes séances, hein, avec à chaque fois le PowerPoint de la séance, donc vous n'êtes pas obligé de tout copier
Hein, c'est bien de prendre des notes, hein. Ça aussi, du point de vue cognitif, on sait que prendre des notes, ça aide à mémoriser. Donc voilà, c'est bien de prendre des notes, c'est important. Et on sait aussi que les notes manuscrites jouent un rôle plus important cognitivement, mais enfin bon, faites comme vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note, hein, parce que vous récupérez de toute façon le PowerPoint complet que je passe pendant le cours, que j'utilise pendant le cours. Mais en plus, comme vous l'avez remarqué, j'ai un micro et j'enregistre la séance. Donc quand ça marche bien, j'arrive à produire une vidéo où il y a le PowerPoint qui défile et puis ma parole en même temps. Donc là, vous pouvez récupérer le cours si vous êtes absent, si vous êtes malade ou peu importe. Hein. Donc vous pouvez toujours récupérer le cours. Et parfois, ça marche. Il y a toujours parfois des bugs. Alors dans ce cas-là, quand il y a un bug, il y a séparément le PowerPoint et l'enregistrement audio. Donc quand vous cliquez sur ces liens, vous tombez sur ces différents enregistrements. Alors vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous dis que ce n'est pas très grave si pendant la première séance, il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'en raison de ce dispositif, beaucoup d'étudiants, je sais par expérience, ne viennent plus au bout de 1 ou 2 semaines, hein, et donc je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais sachez tout de même que, même si on est à l'université, hein, vous avez la liberté de faire exactement comme vous le souhaitez, mais sachez tout de même qu'il y a quand même un rapport très très net entre le taux de réussite à l'examen et la présence, l'assiduité au cours. Hein. Malheureusement, si vous ne venez pas, souvent ça correspond, enfin c'est quand même difficile de se mettre dedans. Donc c'est bien d'utiliser comme dépannage, hein, ou alors pour les étudiantes et étudiants étrangers, c'est très utile parce que ça permet de réentendre certains passages si on n'a pas bien compris, etc. Et puis par ailleurs, mais ça ne vous regarde pas vraiment, mais je les salue par la même occasion, ces cours, en fait, comme ils sont sur une chaîne YouTube, ils sont diffusés très largement dans le monde, donc il y a toutes sortes de gens qui suivent ce cours un peu partout dans le monde. Alors, un mot sur la bibliographie. Je vais vous donner de toute façon au fur et à mesure les références bibliographiques. Pour l'examen, vous n'avez pas forcément à acheter ces livres, même pas du tout. Hein. Vous pouvez les consulter en bibliothèque ponctuellement. Mais si vous voulez vous constituer, si les sciences du langage vous intéressent et si vous voulez vous constituer un peu une bibliothèque, ce sont de bonnes références de base. Hein. Mais bon, j'ai regardé un peu les bibliographies que proposent mes collègues. Il y a beaucoup d'autres bibliographies proposées par d'autres collègues, beaucoup d'autres références bibliographiques proposées par d'autres collègues que j'aurais très bien pu mettre aussi ici. Mais en fait, tous ces livres, je vais les commenter. Hein, vous allez voir, on va en parler de toute façon. Je vous inviterai, parfois je mettrai des liens pour que vous lisiez des passages, etc. Mais en général, si vous suivez le cours, si vous lisez tous les textes que j'indique au fur et à mesure, ce sont des textes, hein, quelques pages, ce ne sont pas des livres entiers, eh bien, vous avez normalement les éléments suffisants pour bien réussir. Je vous donne une petite idée du plan rapidement, hein, du cours magistral, mais c'est la même chose, vous le retrouverez. Donc aujourd'hui, je vais commencer une petite introduction sur les notions de signification et de compréhension. Et puis ensuite, on travaillera par plan d'analyse. Hein. D'abord, s'intéresser à la signification des mots, des phrases, des textes, etc. Hein. Et même à la signification des sons, hein, des phonèmes. Ensuite, on verra justement comment la sémantique, qui est un peu, disons, dans un sens usuel, la science des significations, hein, comment la sémantique est représentée dans des manuels, les manuels français ou bien des manuels internationaux. Et dans la deuxième grande partie de ce cours, je traiterai de sémantique lexicale et de sémantique grammaticale. Donc sémantique lexicale, c'est la sémantique des mots lexicaux, hein, donc les mots
nom, verbe, adjectif, adverbe, mais j'en reparlerai. Et puis sémantique grammaticale, c'est la sémantique des mots grammaticaux, des verbes, etc. Donc, bon, souvent, il me reste assez peu de temps pour travailler la sémantique grammaticale, mais chaque année, je me dis, je vais peut-être avancer un peu plus vite cette fois-ci. Et voilà, on parlera de Gustave Guillaume, qui est justement un linguiste pour qui le point de vue cognitif a beaucoup d'importance. Alors, je vous montre un exemple de sujet d'examen pour que vous ayez tout de suite à l'esprit le genre de questions que je vais vous poser. Donc, vous voyez, il y a des questions CM, des questions TD. Les questions CM sont traitées sur une feuille séparée. Donc, quand vous allez à cet examen, vous rendez deux feuilles, hein, une feuille pour le CM, une feuille pour le TD. Madame Tricca, qui s'occupe des travaux dirigés, corrige ces questions, c'est elle qui les propose, et puis moi je corrige les miennes. Alors, les questions que je vous pose sont de trois types. Bon, ce sont principalement des questions de cours. Hein, des questions de cours, donc des questions qui vous demandent de reformuler une idée, un raisonnement, quelque chose qu'on a vu en cours, hein, à partir ou bien d'une question directe, comme par ici, selon un point de vue sémantique, quelles sont les principales difficultés de compréhension situées au niveau de la phrase. Donc ça fait allusion à un ou deux cours précis où on a parlé de ça. Ou bien la question de cours, elle peut être posée à partir d'une citation. Hein. Mais dans tous les cas, je vise, quand je pose une question, un passage précis du cours. Alors bien sûr, dans ma notation, je tiens compte d'abord de celles et de ceux d'entre vous qui reformulez d'une manière claire, détaillée, ce point du cours sur lequel vous êtes interrogé. Mais bien sûr, il y a toujours des points de bonus pour celles et ceux qui ajoutent des éléments tirés de lecture personnelle, etc. Hein. Mais c'est assez rare, mais ça arrive quand même parfois. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument impossible d'improviser pour ce cours. C'est-à-dire que je vous explique des choses très précises et j'attends à l'examen que, non pas que vous me redisiez exactement la même chose, mais que vous abordiez précisément le problème que j'ai abordé en examinant les différents points de vue comme je vous l'ai expliqué pendant le cours. Hein. Donc, le résultat, c'est qu'au moins pour les questions de CM, c'est très contrasté, en fait. Beaucoup d'entre vous ont de très très bonnes notes, hein, qui vont jusqu'à 18, 19, etc. Hein, sans problème, parce que si on a bien compris, si on réexplique correctement. Mais en revanche, il y a énormément de personnes qui ont 1, 0, parce qu'ils essaient d'improviser, et vraiment, ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà. Et alors, il y a aussi parfois, pas forcément, mais une question un peu plus sous la forme d'un exercice. Hein. Ici, par exemple, il fallait analyser les unités lexicales, vous voyez, montrer que toilettage, c'est fait à partir de toilette et qu'il y a une suffixation en âge, et que ça reste un nom qui est suffixé, mais qui reste un nom. Hein. Ou alors brutaliser. Hein, brutaliser, c'est un exemple qu'on verra en cours, mais vous voyez, même chose, c'est une suffixation, hein, brutal, brutalisé. Sauf qu'il y a un problème spécial avec brutal, brutalisé, parce que normalement le suffixe isé, enfin normalement la plupart du temps, par exemple si vous dites, je ne sais pas moi, colonie, colonisée, ça veut dire transformer en colonie. Si vous dites, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pourrez trouver comme mot en isé, familier, familiarisé, etc. Hein. Familiariser, c'est rendre familier, d'accord ? Mais brutaliser, c'est pas rendre brutal. Donc là, il faut comprendre qu'il y a un problème spécial, que cette suffixation en isé, elle ne fonctionne pas comme les autres suffixations en isé, du point de vue sémantique, du point de vue du sens. Mais ça, je l'ai expliqué en cours, avec ce mot précis en plus, hein, ou alors avec un mot similaire, mais il faut être capable de reconnaître qu'il y a un problème là, spécial. Bon, voilà, c'est le genre de question. Et puis en TD, donc là, vous voyez, ce sont des exemples qui ont été donnés les années précédentes, mais ça, vous verrez cela avec l'enseignant de travaux dirigés.
Bien, alors, avant d'aller plus loin, est-ce que... Ah oui, si, encore une précision au sujet des TD et des examens, parce qu'il y a eu un changement par rapport aux années précédentes, en tout cas en langue française, à l'UFR langue française, puisque ce cours il dépend de l'UFR langue française. Les TD comptent obligatoirement, les notes de TD, toutes les notes de TD comptent obligatoirement. Avant, on les comptait que si elles étaient au-dessus de l'examen final. Maintenant, elles comptent obligatoirement à 50%. Donc toutes les notes comptent. Et si vous n'avez pas, si vous êtes absent à un contrôle continu de travaux dirigés, ben, soit vous avez une bonne raison et vous êtes dispensé, mais à ce moment-là, vous devez repasser un autre examen, soit vous avez 0. Donc ça, je vous le dis parce que pour celles et ceux d'entre vous qui étiez ici l'année dernière, c'est quand même un changement un petit peu important. On a fait ça pour harmoniser avec l'UFR de sociologie et d'informatique, hein, avec qui on collabore pour cette licence. Et puis parce que ce système qui comptait les notes de TD uniquement si elles étaient supérieures à de l'examen, produisait des dérives en fait d'étudiants qui jouaient un peu avec ce système. Donc voilà. Donc maintenant, ça fonctionne de cette façon. Très bien. Avant que je commence le cours, est-ce que vous avez des questions sur ces points, sur les examens, sur l'organisation du cours, sur les points généraux? Non, ça va? Très bien. Alors, je vais commencer. Je ne vais pas aller très très loin parce que traditionnellement, je fais toujours une petite pause d'une dizaine de minutes entre les 2 heures parce que le cours est assez dense et je préfère que vous repreniez de la concentration plutôt que faire 2 heures d'affilée et qu'au bout d'1 heure et quart, vous ayez complètement décroché. Alors on commence donc avec sens et signification, puisque ce cours est intitulé Signification et théorie linguistique. Est-ce qu'il faut considérer ou prendre en compte une sorte de différence de sens entre sens et signification? Alors quand on regarde le TLFI, dont je vais vous parler dans un instant, on se rend compte que le mot sens en français est issu d'un mot latin, sensus, qui a en fait 2 significations. Ça vient de sentire, sentir, donc vous voyez, il y a un lien étymologique direct entre sentir, sensation, et sens de signification. Et donc, en latin, sensus signifiait perception, sensation, manière de sentir, mais aussi manière de penser, de concevoir, idée, signification d'un mot. Donc, il y a ces 2 sens tout de suite ces 2 significations, si on veut, dans le mot sens, du point de vue étymologique. Le sens au sens de la sensation, des 5 sens, et puis le sens au sens du sens d'un mot. Mais en revanche, le sens comme direction, il faut aller dans ce sens plutôt que dans cet autre sens, là, l'étymologie nous indique que c'est tout autre chose. Ça vient d'un ancien français sans, qui vient du germanique, et qui a été croisé avec un mot latin. Mais le mot latin classique sensus ne signifiait pas du tout la notion de direction. Donc ça, cette idée de sens, elle est un petit peu de sens au sens de direction, elle est un peu non pertinente par rapport à l'idée générale de sens. Et puis, signification, là, signification, c'est plus simple, si on veut, c'est plus restreint, d'une certaine façon, parce qu'on reconnaît, bien sûr, signe dans signification, et c'était déjà le cas en latin. Donc, signification, c'est un dérivé du latin significatum, qui, lui, est une forme du verbe significare, qui veut dire signifier. Et donc, on a l'idée de signum, de signe, et facere, donc faire signe, faire comprendre, donner le signal, vouloir dire, avoir tel ou tel sens.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout dans signification, bien sûr, cette idée de perception qu'a le mot sens. Hein. Donc sens, d'une certaine façon, a quelque chose de plus général, hein, que signification. Alors, je parlais il y a un instant du TLFI. Alors, je ne vous pose pas la question, mais peut-être que certaines ou certains d'entre vous connaissez déjà cette base de données. Donc le TLFI, c'est un dictionnaire français en ligne, gratuit, accessible, à partir de ce lien-là. C'est vraiment une ressource pour les linguistes extrêmement intéressante. C'est un dictionnaire qui a été fait par des scientifiques, enfin par des linguistes. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire qu'il a été constitué d'une manière scientifique. C'est-à-dire, comment on a fait, enfin comment ils ont fait, ils ont pris un très grand nombre de textes numérisés, et puis ils ont examiné les différentes significations des mots à partir de cette base de données. Ce n'est pas du tout comme le dictionnaire de l'Académie, par exemple. Le dictionnaire de l'Académie, on utilise maintenant la base de données du TLFI, mais il n'y a pas de méthodologie scientifique particulière pour élaborer le dictionnaire. Hein. Il est fait d'une façon plus intuitive, si on veut. D'accord ? C'est l'occasion, mais pareil, j'y reviendrai, pour vous dire qu'un dictionnaire, c'est comme un livre. Hein. C'est-à-dire que les dictionnaires ne donnent pas tout à fait les mêmes définitions. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'exemple de Nègre. Ce n'était pas du tout la même définition dans le Petit Robert et dans le dictionnaire de l'Académie. Il ne faudrait pas croire que le dictionnaire, c'est la vérité de la langue. Hein. Pas du tout. C'est une production soit de linguistes, soit de personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la linguistique, mais les dictionnaires ont des variations de l'un à l'autre, accueillent plus ou moins de mots techniques ou pas, etc. Bon, bref, je passe. C'est un problème qui relève de ce qu'on appelle la lexicologie, la lexicographie. Bien, alors, le TLFI, il est basé sur Frantext, je vais vous montrer Frantext. Et puis, vous trouvez aussi, il y a un autre site qui donne accès, c'est la même base de données, mais qui s'appelle CNRTL. Par exemple, si vous voulez connaître le sens d'un mot, si vous voulez savoir d'où il vient, son étymologie, son histoire, etc., c'est quand même très très commode, parce que c'est totalement gratuit, accessible en ligne. Donc, soit vous allez dans le TLFI et vous entrez, je vais vous montrer comment ça fonctionne, soit vous écrivez, je ne sais pas moi, le mot, n'importe quel mot, et vous écrivez à côté CNRTL et vous tombez directement sur la même base de données. Alors, je disais que Frantext, c'est la base de données du TLFI. Vous voyez, plus de 4000 textes, de 1180 à 2009. Alors, évidemment, c'est un dictionnaire qui a un peu cet inconvénient. Il s'arrête en 2009. Donc, tous les mots qui sont apparus après 2009, ils ne sont pas. Ce n'est pas une base de données évolutive. Hein, c'est une base de données un peu historique qui s'est arrêtée en 2009 et qui n'a pas vocation à s'enrichir. Hein. Et ça, cette base de données, vous y accédez, parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, quand je vous ai montré le graphique pour les différents usages du mot nègre, eh bien, ce graphique, c'est une statistique que j'ai tirée directement, j'ai fait ça ce matin, hein, directement de Frantext. Hein. Vous pouvez, à partir d'un mot, pour savoir s'il a été fréquemment employé ou une expression, etc., vous pouvez utiliser Frantext pour cela. C'est un peu grossier, les statistiques. Maintenant, il y a d'autres outils beaucoup plus précis, mais c'est quand même utile. Et surtout, quand vous tapez un mot sur Frantext, vous avez plein d'extraits de texte où ce mot est employé, et du coup, si pour un mémoire, par exemple, vous travaillez sur différentes significations, différents usages de tel ou tel mot, telle ou telle expression, eh bien, c'est une base de données très utile. Alors, quand vous entrez dans le TLFI, vous tombez sur une page
qui est celle-ci, où ici, là, vous indiquez le mot que vous cherchez. Alors, vous pouvez aussi faire une recherche avec des éléments phonétiques, si vous voulez rechercher des mots qui contiennent tel ou tel son, par exemple. Alors, quand on met sens, on obtient ces 5 choses-là, vous voyez, arrière-sens, donc ça inclut les expressions, hein, arrière-sens, à contre-bon sens, le non-sens, et puis sens 1 et sens 2. Là, dans sens 1, je vous ai mis une petite capture d'écran ici, hein, vous tombez sur l'idée donc de sensibilité, de sensation. Faculté d'éprouver des sensations, les organes des sens, avoir des sens délicats, le sens olfactif est atrophié chez l'homme moderne, etc. Et à chaque fois, vous avez des citations hein, qui sont extraites donc, de la base de données Frantext, et puis toutes sortes d'expressions dans lesquelles le mot sens est utilisé, sens chromatique, sens kinesthésique, etc. Vous voyez, j'ai coupé là, hein, c'est juste un petit extrait pour vous montrer. Donc c'est extrêmement riche comme description. Hein. Vous n'avez pas ça dans le petit Robert, ni même dans le grand Robert. Sens 2, alors là, vous êtes sur orientation, direction. Alors, vous voyez qu'on verra tout à l'heure les différentes acceptions, parce que vous voyez, là j'ai grand 1, grand A, petit 1, et du coup ça veut dire qu'il y a quelque part un grand B, qu'il y a un grand 2, etc. Donc il y a toutes sortes de significations de ce mot sens, sens 1. Et là, on a sens 2. Donc ça veut dire que c'est considéré complètement comme si c'était un autre mot. Hein, le sens au sens de direction. D'accord ? Alors, sens 1, quand on résume vraiment à l'essentiel ce que contient le TLFI, vous obtenez ça. D'abord, la faculté, la capacité dans le domaine physique et dans le domaine intellectuel. Hein, et puis ensuite, le sens équivalent à signification. Et puis, un sens un peu plus général. Hein, le sens des choses, le sens du travail, trouver un sens à l'existence, etc. Sens donc de fondement, justification. Vous voyez que sens est quand même très très large. Je n'entre pas dans les détails, hein, vous pouvez regarder cela d'une manière plus précise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de l'article, vous avez une rubrique étymologie et histoire, très détaillée, hein, dans laquelle vous avez... Vous voyez, CA 1100, Constance 1306, etc. Ce sont des datations, sont les textes d'où sont extraites les différentes acceptions. Donc, vous voyez que les différents sens de ce mot ont évolué de siècle en siècle. Hein, et vous avez une espèce de façon de retracer un peu. Par exemple, un homme de bon sens, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Alors que l'idée de sens commun ou sens d'intelligence commune, c'est dès le XVIe, etc. Voilà, donc oui, j'avais recopié là une partie hein, pour montrer que on a d'abord le sens, disons au sens de la sensorialité, et puis ensuite le sens de signification. Alors, je vais terminer cette première partie du cours en posant un peu des questions, de savoir l'étude du sens. Hein. Alors, en plus, là, bien sûr, on ne va pas parler du sens au sens de la sensorialité, hein, mais du sens au sens de la signification. Mais ça relève de quoi? De quel genre d'étude? Est-ce que ça relève de la linguistique seulement, donc cette branche en particulier de la linguistique qu'on appelle la sémantique, étude du sens, on y reviendra notamment avec Bréal, le créateur du mot sémantique, tout au moins. Ou bien est-ce que ça relève de la sémiotique, donc l'étude générale des signes, parce que, je veux dire, un regard, un geste aussi, ça a un sens. Hein. Et dans nos vies humaines, on a affaire à l'interprétation de toutes sortes de signes.
pas seulement les signes langagiers. Et d'ailleurs, les signes langagiers, c'est-à-dire la parole, est inextricablement mêlée à des gestes, à des attitudes, à des regards, à des faciès qui conditionnent l'interprétation des mots. Donc on pourrait dire aussi que le sens et la signification, c'est une étude qui relève de la sémiotique. On peut aussi, alors ça j'y reviendrai plus tard, peut-être que c'est un peu moins connu que la sémantique, considérer que l'étude du sens et de la signification relève de la pragmatique, donc l'étude, ce qu'on résume parfois en disant que c'est l'étude des actes de langage. On en reparlera. Mais ça peut être tout aussi bien la philosophie. Vous voyez, là, j'ai mis comme exemple un livre déjà qui a quelques années de Jocelyn Benoît, qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup aux questions de langage, mais c'est un philosophe. Entre acte et sens, la théorie phénoménologique de la signification. Même si vous n'avez pas forcément, si vous n'êtes pas spécialiste de phénoménologie, vous savez que la phénoménologie, c'est une branche, disons, c'est une étude qui relève de la philosophie et pas spécialement de la linguistique. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je ne vais pas dire, voilà, on va faire de la sémantique et puis définir le sens et puis vous proposer des outils d'analyse du sens. Je vais reporter, comme c'est indiqué ici, l'assignation de la signification, de la notion, qu'est-ce que ça signifie exactement sens signification. On ne va pas le limiter tout de suite, et on va adopter une perspective plus large qui va essayer de prendre en considération toutes sortes d'aspects du sens et de la signification sans se limiter, disons, initialement à ce que dirait la sémantique à proprement parler, qui est une façon de restreindre le problème. C'est ce qu'on fait généralement dans les sciences. On restreint le problème pour le rendre, pour fabriquer des objets d'analyse. Mais là, on va le reporter un peu et je vais vous proposer une réflexion à titre d'introduction à la question, plus générale sur ces problèmes de sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? Comment est-ce qu'on peut appréhender cette chose si difficile à définir que le sens, Parce qu'on a beau regarder les définitions dans le dictionnaire, ça nous éclaire en termes historiques, ça nous éclaire un peu sur le système de la langue, comme on disait tout à l'heure. Mais ça ne nous donne pas forcément une intuition très précise de ce que ça pourrait signifier que d'avoir du sens ou ne pas avoir du sens. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui n'a pas de sens du tout? Quand est-ce qu'on utilise cette notion de sens? Voilà, alors je vais m'arrêter ici pour faire une petite pause de 10 minutes, et puis on reprend juste après. Très bien, donc je reprends là où je me suis arrêté tout à l'heure, c'était sur la question de la linguistique théorique. Alors qu'est-ce que c'est que la linguistique théorique? Vous voyez, là, il y a la notion de théorie linguistique dans le titre du cours. Linguistique théorique, ça peut avoir un sens, disons, par opposition à deux autres perspectives en linguistique, qui sont les perspectives de la linguistique descriptive et la perspective de la linguistique appliquée. Mais comme les flèches l'indiquent et comme cette citation d'un linguiste très connu qui s'appelle Holiday l'indique, en fait, on distingue les choses, mais on a besoin de la linguistique descriptive. Donc, c'est quoi la linguistique descriptive? Grosso modo, c'est on décrit les langues avec le plus de précision possible. Et puis la linguistique appliquée, c'est on utilise la linguistique pour, par exemple, améliorer l'enseignement des langues étrangères, pour développer des outils informatiques, etc. Ça, c'est de la linguistique appliquée. Bon, mais alors, toutes sont liées. On ne peut pas décrire sans un cadre théorique. Donc, la linguistique descriptive, elle a besoin de la théorie. Mais inversement, quand on fait de la théorie, la théorie, elle est juste si la description
est compatible avec la théorie, la description de la langue qu'on étudie ou des langues qu'on étudie, si ces descriptions sont compatibles avec ce que la théorie prévoit. Hein. Donc la linguistique théorique a besoin de la linguistique descriptive, comme la linguistique descriptive a besoin de la linguistique théorique. Et de même pour la linguistique appliquée, elle a besoin de cadres théoriques et descriptifs aussi, mais elle sert aussi de validation de certaines théories linguistiques. En particulier, quand on adopte une perspective cognitive, il peut y avoir des applications qui permettent de vérifier si telle hypothèse linguistique est bonne ou pas. Hein. Donc la linguistique théorique peut s'appuyer sur la linguistique appliquée de la même façon. Donc, comme je l'ai dit pour la linguistique descriptive, on pourrait dire la même chose pour la linguistique théorique et la linguistique appliquée. La linguistique théorique a besoin de la linguistique appliquée, comme la linguistique appliquée a besoin de la linguistique théorique. Donc ce sont des grandes tendances, mais qui sont reliées. Hein. Ce sont des grandes différences de perspective, mais qui sont quand même reliées. Et puis même, on peut contester un peu cette distinction en particulier entre linguistique théorique et linguistique descriptive. Mais la perspective qu'on va adopter dans ce cours, c'est une compréhension de la notion de linguistique théorique différente. Hein. Une compréhension qu'on pourrait, je vais la schématiser de deux façons différentes, qu'on pourrait décrire comme ça. La linguistique théorique, c'est l'idée qu'on va traiter les questions en prenant en considération non seulement la linguistique au sens descriptif classique, hein, la linguistique au sens descriptif, c'est-à-dire les descriptions des langues, la syntaxe, la morphologie, la phonologie, tout ce que vous voulez, bien. Mais on va aussi se servir de toutes sortes d'autres disciplines qui abordent la question du langage. Hein. Bon, par exemple, là c'est en anglais parce que en fait, j'ai récupéré une image que je trouvais pas mal et que j'ai un peu modifiée. Mais par exemple, l'orthophonie a des choses intéressantes à dire au sujet de la linguistique. La neurolinguistique aussi, vous voyez le lien entre les structures cérébrales ou cognitives et le langage. Les textes littéraires, la grammaire et la stylistique sont évidemment en relation avec la linguistique. La linguistique historique, bien sûr, à voir avec l'histoire. L'anthropologie, il y a toute une branche de l'anthropologie ou de la linguistique qu'on appelle l'anthropolinguistique ou la linguistique anthropologique. Il y a les liens avec la sociologie. Il y a de la sociologie, mais il y a de la sociolinguistique, c'est-à-dire ou de la sociologie du langage, c'est-à-dire une approche du langage qui vient de la sociologie. La philosophie, on en a parlé, j'en ai dit un mot tout à l'heure avec le livre de Jocelyn Benoît. Il y a des liens entre linguistique, philosophie du langage. Enfin, il devrait y en avoir. Il n'y en a pas dans la réalité que certaines branches de la philosophie du langage qui s'intéressent à la linguistique. Mais on devrait pouvoir prendre en considération également ce que la philosophie nous aide à comprendre au sujet du langage. La logique aussi, et on le verra dans une des branches de la sémantique, la logique est totalement impliquée dans ce qu'on appelle la sémantique formelle. Donc ça, c'est en relation aussi avec les mathématiques d'une certaine façon. L'informatique et l'intelligence artificielle, ce n'est pas la peine de commenter tellement c'est évident. Les sciences cognitives, on en a parlé. Bon. Ça donne, si on veut avoir une espèce de vision d'ensemble de ce qu'est la linguistique théorique, on va avoir quelque chose qu'on pourrait décrire un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a donc au centre la perspective de la linguistique théorique. Ici, le point de vue descriptif, donc avec les sciences du langage au sens classique du terme, avec les différentes branches, la morphologie, la phonologie, les questions de graphème, d'écriture, de signes, etc., la syntaxe, la sémantique, la phonétique, la pragmatique. Donc ça, c'est le point de vue descriptif. On décrit les langues. Ensuite, il y a un autre point de vue qu'on pourrait appeler le point de vue individuel. Ça, c'est l'individu qui parle. Alors là, on adopte à ce moment-là un point de vue de linguistique cognitive, c'est-à-dire les processus cognitifs qui sont à l'œuvre lorsqu'on parle ou lorsqu'on comprend. Donc là, il y a différentes sous-disciplines. La neurolinguistique, les questions de linguistique développementale, comment le langage se développe chez l'enfant, les questions de didactique des langues, c'est-à-dire au sens de l'acquisition, la pathologie du langage, les troubles du langage, la psycholinguistique, bref.
Tout cela, ça fait toute une constellation autour de l'idée que le langage est parlé par une personne et il y a des processus cognitifs nécessaires pour que la production de parole ou la compréhension de parole fonctionne bien. Ensuite, il y a le point de vue des discours, point de vue discursif, donc analyse des textes et des discours, où là, on va avoir l'analyse de discours, la stylistique, la linguistique textuelle, la traductologie, la linguistique juridique. Vous savez, dans certains tribunaux, il y a il y a forcément des traducteurs, par exemple, mais il y a aussi une branche de la linguistique qui s'appelle la linguistique juridique, linguistique textuelle. Bon, tout cela, ça s'intéresse au texte, au discours. Ensuite, vous avez le point de vue, que j'appelle ici épistémologique, qui est donc la question de la philosophie du langage et de la philosophie de la linguistique, avec les grandes questions comme langage et pensée, langage et réalité, langage et logique, langage et action, la théorie de la connaissance linguistique, etc. Tout ça, c'est une constellation qui relie la linguistique à la philosophie. Vous avez le point de vue, alors cette fois-ci à l'opposé du point de vue individuel, le point de vue social, c'est-à-dire de l'être humain. Une langue, ça a une dimension sociale, évidemment. Donc là, c'est l'étude des régularités et des variations des langues, donc ce qu'on appelle la typologie linguistique, les grandes classes, les phénomènes examinés dans différentes langues. Vous voyez, par exemple, peut-être vous avez des cours avec Madame Cristofaro, qui est notamment spécialiste de la question de la subordination, mais dans un très grand nombre de langues du monde. Elle va regarder comment fonctionnent les propositions subordonnées dans beaucoup de langues pour essayer de tirer un peu des classements. Il y a des familles de langues qui vont traiter la subordination de telle façon, d'autres familles de langues, d'autres types de langues qui vont la traiter différemment, etc. C'est ça qu'on appelle la typologie linguistique. Ethno-linguistique, c'est rapport avec les différentes cultures, etc., socio-linguistique, ça c'est toutes les variations. Et puis il y a le point de vue technologique, avec ce qu'on appelle parfois la linguistique computationnelle, donc IA et langage, traitement automatique du langage, linguistique de corpus. Bon. Vous voyez, là, on voit bien que linguistique théorique, ça ne consiste pas juste à faire de la théorie par rapport à de la description. Ça consiste à dire, on se situe à un point où on va essayer de résoudre des problèmes linguistiques en utilisant tout ce qu'on peut dire au sujet du langage, quelle que soit la discipline considérée. C'est une sorte de linguistique théorique au sens où on prend du recul théorique. Donc, ce point de vue, c'est celui qu'on va adopter pour l'étude du sens et de la signification. Donc on va s'interroger sur sens et signification dans la perspective d'une linguistique théorique. Mais bon, vous vous doutez bien qu'avec un cours de 2 heures sur un semestre, on ne va pas aborder tous ces aspects. De toute façon, personne, il n'y a pas un chercheur vivant qui maîtrise tous ces aspects-là. Bon, on dispose aujourd'hui quand même de moyens d'obtenir quand même des informations sur tel ou tel domaine dont on n'est pas forcément directement spécialiste. Mais bon. Nous, on va se limiter à un certain nombre de domaines, de disciplines pour étudier sens et signification. Donc, on va l'étudier à partir de 4, au-delà, disons, de l'aspect strictement linguistique, qui est donné ici par la dimension de linguistique descriptive. On va s'intéresser à l'approche psychologique, donc cognitive si vous voulez, à l'approche sémiotique, aux études littéraires, aux textes littéraires et à l'approche ou à certaines approches philosophiques. Et donc, sens et signification, on va l'aborder comme du point de vue de la cognition, du point de vue de la logique, du point de vue du système, de la langue, dans une sémantique de la phrase, du discours, du texte ou du mot, etc. Donc vous voyez que, en fait, je restreins quand même le champ pour que les choses soient accessibles, mais et vous comprenez maintenant sans doute pourquoi je ne veux pas me limiter à ce qu'on appelle en linguistique, dans les manuels, etc., la sémantique, c'est qu'il me semble que il est beaucoup plus intéressant de prendre en considération d'autres aspects du sens, le sens des textes, le sens, ou des questions de sens telles qu'on les aborde en philosophie, etc.
Donc notamment, on parlera de Michel Bréal, qui est celui à qui on doit le mot sémantique, mais bon, ce n'est pas tout à fait la sémantique comme on l'entend aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir un sens ou une signification? Est-ce que n'importe quoi peut avoir un sens ou une signification? Est-ce qu'une chaise, par exemple, je ne sais pas, moi je prends cette chaise-là ou sur laquelle vous êtes assis, monsieur, est-ce que vous diriez une chaise, ça a un sens ou pas de sens? Ou est-ce que la question du sens ne se pose pas? Bon, je ne vais pas discuter longuement cette question, ça paraît assez évident que dire si un objet a un sens, même pour les nonsense objects, des objets un peu bizarres fabriqués parfois par des artistes, ça n'est pas pertinent. Un objet, on ne peut même pas dire s'il a un sens ou pas de sens. La question du sens ne se pose pas pour un objet. Elle ne se pose pas pour un être non plus, un être humain ou un être animal non humain. En lui-même, il n'a pas de sens ou de signification. Ça va être son comportement, éventuellement, qui va avoir un sens ou une signification. Donc, un sens, une signification, ça s'applique à des comportements intentionnels. Donc, c'est indissociable de l'idée que quelqu'un a une intention de sens ou de signification. Quelqu'un veut communiquer un sens. Alors après, vous pouvez trouver du sens dans le marc du café, dans le déplacement des nuages, vous pouvez trouver du sens dans les objets, et essayer de faire de la divination ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas là, on sort complètement du domaine, disons, qui est celui qui est cartographié par les sciences du langage ou par la linguistique théorique. Mais donc, c'est pour ça que dans cette définition, je parle de sens de comportement intentionnel. Il y a l'idée que quelqu'un veut transmettre une signification. Bien. On peut voir aussi que le sens, ça peut avoir, c'est pas, je veux dire, dans une acception plus large que le sens d'un mot, on va pouvoir parler du sens d'un film, d'un tableau. On pourra dire avec une idée de cohérence. Et on pourra dire, par exemple, ce film n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune signification, mais ça veut dire qu'il n'a pas une cohérence qui permet de dire qu'il y avait l'intention de communication quelque part. C'est-à-dire que là, il y a cette idée que... il y a un lien entre sens et cohérence. Bon, on peut, le mot sens, l'appliquer à des abstractions, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu dans la définition du TLFI, pour parler du sens de la vie, du travail, etc. Et ce qu'on va travailler d'une manière plus détaillée, c'est le sens, bien sûr, des signes, le sens des mots, des phrases, des textes, etc. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce qu'il y a, au-delà simplement de la description du dictionnaire, une sorte d'intuition commune? Quelle est la relation entre ces différents sens du mot sens? On pourrait très bien ne pas se poser la question, mais si on la pose, on peut répondre de la façon suivante. En fait, le sens, c'est ce qu'on comprend quand on comprend. Et c'est ce qu'on ne comprend pas quand on ne comprend pas. Ça n'est pas tautologique de proposer cette piste de réflexion. Ça a un certain nombre ça a un intérêt que je vais développer, mais surtout, ça montre que il n'y a pas de sens s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Il n'y a pas une interrogation sur le sens ou la signification s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Donc, on va déplacer la question du sens vers la question de la compréhension. On va déplacer la question du sens vers la question de la compréhension. Pourquoi? Quel est l'intérêt de cette perspective? Eh bien, le premier intérêt, ça va être
de rendre un peu plus concret, si on veut, cette notion de sens, parce que comprendre ou ne pas comprendre, ce sont des événements de notre vie mentale qui sont courants. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on comprend ou on ne comprend pas. Qu'on s'en rende compte ou pas, hein, ça c'est encore un autre problème. Mais c'est quand même quelque chose qui est moins vague que le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens? Bon. Le sens, c'est il y a du sens quand je comprends quelque chose, et le sens, c'est ce que j'ai compris, ou ce que je n'ai pas compris et qu'on voulait essayer de me faire comprendre. Donc, cet aspect concret, il peut se traduire d'une manière scientifique, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests, on peut tester la compréhension ou la non-compréhension de telle ou telle situation, tel ou tel aspect, tel mot, telle phrase, etc. Hein, et ça, c'est ce que fait beaucoup la psycholinguistique, par exemple. L'intérêt aussi, mais c'est un peu plus secondaire, de la notion de compréhension, c'est que c'est pas limité à comprendre des mots, hein, parce qu'il y a un usage de la notion de compréhension qui est plus large. Ça inclut le linguistique et beaucoup d'autres choses. Hein. Et c'est, par exemple, quand vous dites je te comprends, etc., ça ne veut pas dire que vous avez bien interprété ce que la personne a dit. Ça veut dire que vous partagez émotionnellement, qu'il y a une sorte d'empathie, etc. Donc, dans la notion de compréhension, il y a aussi une dimension qui dépasse le simple décodage de la signification, hein, dans la compréhension. Quelque chose qui dépasse le pur et simple décodage de la signification. Et ça va être très important, notamment pour la question de la compréhension des textes poétiques. Parce que si vous réduisez un texte poétique à son sens pur et simple, sans prendre en considération beaucoup d'autres aspects émotionnels, esthétiques, etc., eh bien, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, la compréhension, elle a tous ses avantages. Pour aller un tout petit peu plus loin et que vous essayez de vous faire comprendre un peu mieux ce que j'entends par là, je vais faire une analogie entre comprendre et voir. Et surtout, ce qui va être notre point de repère et là où ce qui va être le point sur lequel on va pouvoir s'appuyer à chaque fois qu'on aura une interrogation relevant du sens ou donc de la compréhension, c'est la non-compréhension. En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est surtout quand on ne comprend pas. Parce que là, on bute sur quelque chose de visible, si on veut, de concret, et on est dans un moment, quand on ne comprend pas, où peut-être on va passer de la non-compréhension à la compréhension. Comprendre vraiment dans ce sens-là, ça veut dire, dans un sens fort, si vous voulez, un peu restreint, comprendre, ça veut dire passer de « je ne comprends pas » à « je comprends ». Ça présuppose quelque chose d'une phase de non-compréhension qu'on va surmonter. Sinon, ce n'est pas vraiment de la compréhension, c'est du décodage immédiat, automatique, etc. Quand vous comprenez les phrases que je suis en train de vous dire, vous comprenez les phrases, vous n'avez pas forcément en vue là où je veux en venir, mais en tout cas, vous comprenez les phrases, c'est automatique, vous ne passez pas par une phase de non-compréhension. Sauf si vous ne maîtrisez pas très bien le français, que ça vous pose des problèmes. Mais indépendamment des questions de maîtrise de la langue, au sens c'est pas ma langue maternelle, etc., ce qui est intéressant dans la compréhension, c'est le moment de non-compréhension. Et le passage, si vous voulez, le sens, le noyau de sens que je vise quand je parle de compréhension, c'est l'idée de passage de la non-compréhension à compréhension. Comprendre, c'est passer de « je ne comprends pas » à « j'ai compris ». Ou « je ne comprends pas, je suis en train de comprendre ». C'est un processus, bien sûr, hein, ce n'est pas automatique comme ça, ce n'est pas immédiat. Alors, pour mieux saisir ce que ça veut dire ne pas comprendre et voir toutes les situations dans lesquelles on peut être mis et ne pas comprendre, je vais faire une analogie avec ne pas voir.
Alors, dans quel genre de situation on peut ne pas voir, au sens de la vue, hein? J'ai répertorié tous ces cas, mais il pourrait y en avoir d'autres peut-être, hein. Donc on ne voit pas ou on ne voit rien parce qu'il n'y a absolument rien à voir, hein. C'est-à-dire personne d'autre, c'est pas moi qui suis en déficit, etc. On me dit de loin, regarde sur le bureau, j'ai mis mon ordinateur, et puis en fait la personne s'est trompée, sur le bureau il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien à voir, il n'y a pas. Hein. Donc là, voilà, il n'y a rien à voir. Je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas. Bon, là, peut-être dans certains cas, vous ne voyez pas parce qu'il fait trop noir, parce qu'il y a de l'obscurité, on ne voit pas. Bon, ok, c'est une autre situation. Vous ne voyez pas ou vous voyez mal parce que vous avez un déficit visuel. Cette fois-ci, le problème ne vient pas des conditions extérieures, mais du processus intérieur, cognitif, hein. Vous avez un déficit visuel. Alors, quelque chose d'un peu plus subtil, je ne vois pas ou je vois mal parce que je ne suis pas dans la bonne perspective visuelle, dans la bonne attitude visuelle. Alors, je pense, là, pour illustrer cela, il faudrait, mais ça ne marche pas très bien quand on le projette, voir un peu ce qu'on appelle les images stéréoscopiques, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des livres, il faut un peu loucher sur le livre pour voir l'image en relief, hein. Donc, quand on la regarde comme ça, on ne voit pas très bien, si on devine un peu, mais on ne voit pas bien, hein. Et pour bien voir, il faut adopter une certaine perspective visuelle qui n'est pas la perspective ordinaire. Bon, il y a aussi les cas où on ne voit pas complètement parce qu'on ne voit pas bien, parce qu'il y a une ambiguïté, en fait, une ambiguïté constitutive, hein. Alors, c'est l'exemple célèbre chez les philosophes du canard-lapin, hein. Donc, vous voyez, si vous regardez, pour voir le lapin, il faut voir l'œil ici, le museau ici, et ça, ce sont les oreilles du lapin. D'accord ? Et pour voir le canard, il faut voir que ça, c'est le bec du canard et l'œil du canard. D'accord ? Bon, il y a toutes sortes d'images de ce genre-là, hein. Vous voyez, ça, par exemple, ça fait une image type Jésus-Christ, hein, quand on regarde d'un certain point de vue. Et c'est il y a toutes sortes d'images comme ça, un peu spectaculaires. Donc ça, c'est le cas où il y a vraiment une ambiguïté. On peut voir deux choses, donc du coup, ça pose un problème. Alors ensuite, il y a « je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance ». Là, je pourrais prendre l'exemple d'une forêt. Vous voyez, deux personnes qui se promènent dans une forêt. L'une a des connaissances botaniques et l'autre n'en a pas. Celle qui n'a pas de connaissances botaniques, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des arbres, des feuilles, de la mousse. Voilà. Celle qui a des connaissances botaniques, elle ne voit pas des arbres. Elle voit des hêtres, des chênes, des bouleaux. Elle voit des feuilles de hêtre, des feuilles de chêne. Elle ne voit pas la même chose, hein. Parce que vos connaissances modifient évidemment votre perception. On ne voit pas la même forêt quand on connaît certaines choses et quand on n'en connaît pas, quand on ne les connaît pas. Et enfin, dernier cas de figure. Dernier cas de figure, je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel. C'est proche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous donner un exemple, une illustration que j'aime bien, c'est le cas de l'impressionnisme, hein. Vous connaissez peut-être ça, c'est très connu, c'est la réception de l'impressionnisme. Quand les impressionnistes ont commencé à peindre, les personnes de l'époque trouvaient que c'était absolument affreux, que ça ne ressemblait à rien, etc., hein. Alors, je vous donne un extrait d'un journal satirique de l'époque, le Charivari, qui sera un peu comme le Canard enchaîné d'aujourd'hui. Et, bon, on ne va pas tout lire, mais vous voyez que c'est un texte ironique où le journaliste raconte qu'il a passé une journée en allant voir une exposition d'impressionnistes, hein. L'imprudent était venu là sans penser à mal. Il croyait voir de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques. Alors, je le conduisis devant le champ labouré de M. Pissarro. Donc, voilà, c'est ça, le champ labouré de M. Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés.
il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez. « Par Michalon !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous voyez une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça, des sillons, ça, de la gelée, mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile. Ça lit, ça n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière, etc. Bon, voilà, je ne vais pas détailler, mais vous voyez bien que, même si là c'est un texte totalement satirique, ça vise à montrer que la personne qui regarde ce paysage ne voit pas ce qu'il y a à voir, ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit des tableaux impressionnistes. Hein. Bon. Alors, maintenant, et je vais terminer là-dessus, tous ces cas de non-vision ont des parallèles avec la non-compréhension. C'est une métaphore d'ailleurs assez classique. Hein. Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas, hein, donc la vue, c'est... Alors, je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir, personne ne voit, personne ne pourrait rien voir. Alors, quelles sont les situations linguistiques dans lesquelles on pourrait dire, là, il n'y a pas de sens, il n'y a rien à comprendre. Bon, vous prenez une suite de lettres aléatoires, voilà, comme j'ai indiqué ici, hein, I, U, Q, tout ça, ça ne veut rien dire, c'est une suite de lettres aléatoires. D'accord ? Donc là, il n'y a absolument rien à comprendre. Là, si je mets des mots dans le désordre complètement au hasard, il n'y a rien à comprendre. Bon, donc là, ça a l'air pas intéressant, hein, sauf qu'il y a des auteurs qui ont produit des textes qui apparemment n'ont pas de sens dans ce sens-là. Je donne l'exemple des glossolalies d'Antonin Artaud. Alors Antonin Artaud, vous connaissez peut-être, c'est un auteur français du XXe siècle qui a été interné à l'asile psychiatrique de Rodez. C'est pour ça qu'on parle des cahiers de Rodez, parce qu'il était schizophrène. Et il a écrit des dizaines et des dizaines de textes avec ce qu'on appelle des glossolalies, donc des mots qui n'existent pas, qui ont parfois des ressemblances avec des mots de diverses langues. Mais c'est très difficile à comprendre, mais il y a quand même une sorte de... On peut trouver quand même un peu une compréhension, une signification dans tout ça. Bon. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Hein. Et puis là, c'est un autre exemple avec un texte de Tzara qui est produit pour justement complètement faire dévier le sens ordinaire. Donc bon, apparemment, ça n'a pas de sens, mais ces textes qui n'ont pas de sens vraiment... disons, d'intention de communication. L'intention de communication, elle ne passe pas par le contenu précis du texte, elle passe par le fait de produire un texte de ce type-là, tout au moins dans le cas de Tzara. Bon, deuxième cas de figure, je ne vois pas, je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne permettent pas. Ça, linguistique, c'est des choses tout à fait triviales. Quand on vous parle dans le bruit, quand il y a une écriture illisible, voilà, vous ne comprenez pas parce que soit vous ne pouvez pas lire, soit vous ne pouvez pas entendre. Il n'y a rien de très intéressant dans ce cas-là. Ensuite, je ne vois pas, je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel, la myopie. Les exemples linguistiques, c'est bien connu. Hein, tous les cas de dysphasie, d'aphasie, de déficience intellectuelle éventuellement. Hein, donc là, ce sont les conditions internes de traitement de l'information qui sont déficitaires. Je ne vois pas, je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle. Là, ça va être les cas où on ne comprend pas l'implicite, où il y a des malentendus, des choses comme ça. Hein. On n'a pas la bonne attitude, on n'a pas bien compris parce que quelque chose nous a échappé. On verra des exemples. Je ne vois pas complètement parce qu'il y a une ambiguïté dans l'image. Les ambiguïtés, ça c'est un problème classique de la linguistique, hein, le traitement des ambiguïtés. Par exemple, ici, je pris juste un petit exemple classique. La petite brise la glace. Donc vous pouvez comprendre deux choses. Hein. Soit c'est une petite brise, c'est-à-dire un petit vent qui glace une personne. Hein. Ce petit vent me refroidit, d'accord ? La petite brise la glace. Ou bien c'est une petite, c'est-à-dire une petite fille par exemple. La petite fille casse la glace. D'accord ? Ce sont les mêmes mots, mais ils peuvent être interprétés de deux façons. Oui ? Et ça marche aussi si on prend brise la glace comme l'expression de briser la glace, enfin dire ce qu'il y a à dire. Ah, icebreaker au sens de... Vous voulez dire la petite petite brise. Oui, c'est ça. Brise la glace, on pourrait l'interpréter au sens métaphorique de rompre, disons, la gêne ou quelque chose comme ça. Hein, comme le icebreaker en anglais. Oui, tout à fait, vous avez raison, ça donne un troisième sens.
Je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance, ça c'est quand on a des lacunes lexicales, quand par exemple on a des difficultés de compréhension pour une langue étrangère. Je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon intellectuel ou culturel, ça c'est quand on fait des études, on est tout le temps confronté à cela, parce qu'on lit des textes compliqués, on n'a pas toute la culture qui nous permet de saisir les allusions que tel auteur fait à tel autre, etc. Et ce sont évidemment là les cas les plus intéressants. Donc, à partir de là, mais ça je vous l'expliquerai la semaine prochaine, on va adopter une perspective consistant à dire est-ce que je comprends ou est-ce que je ne comprends pas? Dans quelle situation je ne comprends pas? Et on va passer en revue un mot lexical. Quand est-ce que je comprends pas un mot lexical? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les solutions que je vais trouver pour surmonter la non-compréhension? Pareil pour un mot grammatical, pour une phrase, un texte, etc. D'accord? Donc ce sera l'objectif de ce cours, tout au moins pour, comme perspective de la première partie du cours, de parcourir les plans d'analyse en adoptant cette perspective de la compréhension et plus précisément de la non-compréhension. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.